Maintenant
mademoiselle. Jambon fromage ou jambon. Avec des crudités dedans, carottes. Les sandwichs faits maison, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de planète B. Tu peux nous en parler de ta pancarte? Aujourd'hui, on cherche un peu à regarder où est-ce qu'on pourrait peut-être habiter plus tard parce qu'on est totalement en train de détruire notre planète. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas vivre éternellement sur la nôtre parce que ça commence à être catastrophique, les conséquences de nos activités. Et du coup, on cherche à aller ailleurs, sauf qu'on ne pourra pas aller ailleurs tout simplement parce que ce sera trop tard. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas très grave, on ira vivre sur Mars, puisqu'en fait ils font beaucoup de recherches depuis des années pour pouvoir aller vivre sur Mars. Donc c'est pas très grave, on ira vivre sur Mars et puis voilà, on ira polluer Mars et puis après on en trouvera encore une autre. C'est ça le problème, c'est que c'est juste on déplace le problème en fait. On trouve une petite solution de secours. Peut-être qu'on pourra aller habiter sur Mars, mais au final on aura le même problème. On polluera, on détruira encore et on pourra pas changer éternellement de planète quoi. T'es au courant qu'ils ont découvert des lacs et des mers de mercure sur un des satellites de Saturne, je crois? Non, je savais pas. Il y avait même dans l'idée d'aller récupérer ces matières premières pour les ramener sur Terre. Je trouve ça abusé. Je trouve que c'est de la folie en fait d'aller chercher ailleurs au lieu de préserver notre planète aujourd'hui, là telle qu'elle est. On va puiser autre part pour encore consommer et encore surpolluer. Toi, comment t'as commencé à te sentir concerné? Je pense que j'ai toujours été sensibilisée par mes parents sur l'écologie et sur l'environnement. Et c'est depuis cette année vraiment que je me suis engagée dedans et où j'ai essayé de faire attention à comment je consommais. Parce que la façon dont on consomme, c'est quand même une des grosses causes de pollution. Et puis du coup, je me suis investie pour manifester et après pour essayer de faire quelque chose à mon échelle, quoi. Qu'est-ce que tu essayes de faire à ton échelle? Du coup, je disais de modifier mon alimentation, j'essaie de manger beaucoup moins de viande, j'essaie de limiter, parce que dans mes achats, mes parents et moi, on essaye d'acheter quand même plutôt de saison, bio, et là, il y a un magasin qui a ouvert en vrac à côté de chez nous, du coup, on va aller acheter en vrac pour éviter tout ce qui est emballage plastique, et voilà. C'est très bien, hein, mais est-ce que tu penses que ça va suffire ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi d'autres choses à faire, à décider, à prendre? C'est sûr que individuellement on peut pas tout changer, mais si déjà on commence à faire chacun quelque chose de notre côté, petit à petit ça va peut-être pouvoir enchaîner quelque chose qui sera plus gros, plus collectif. Et puis il faudrait aussi qu'il y ait des décisions du gouvernement sur toutes les grosses entreprises qui polluent, parce que ça on n'a pas de pouvoir sur ça. Déjà on peut modifier à notre échelle, mais après il faut des grosses décisions aussi à plus grande échelle, quoi. Et tu as une vague idée de quelle décision il faudrait prendre? Si tu étais présidente de la République et que si tu étais président de la République française et que tu avais une parole à transmettre à l'ONU et aux États-Unis et tout ça, qu'est-ce que tu prendrais comme décision et qu'est-ce que tu essaierais de transmettre comme message au monde? Il y a plein de décisions à prendre, mais là, comme disait mon ami, au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de choses à changer parce que l'agriculture, c'est vraiment une grosse cause de pollution et notre façon de consommer et de surconsommer. Donc par exemple aller vers des agricultures beaucoup plus respectueuses de l'environnement, comme par exemple la permaculture qui est toute une philosophie pour pouvoir produire localement et respectueusement de l'environnement. Et ça permettrait déjà beaucoup comment dire, ça fera un gros effort quoi, pour la planète. Ce serait... Une asperge plantée au beau milieu d'un parterre de fraises.
des bellettes. Parmi les petits pois, Léo, le maître des lieux, est un jardinier plein de fantaisie. Là, c'est des petits pois mange-tout. Ils commencent à venir, là, on va pouvoir... Vous voyez, ça y est. Donc ça, c'est très très bon. Et au pied, j'ai installé par exemple des choux rouges. En face, il y a des choux verts. Entre les choux, il y a des betteraves. On appelle cela la permaculture, une méthode créée par 2 Australiens dans les années 70. Elle consiste à cultiver différentes espèces de plantes sur la même parcelle de terre grâce à des techniques ancestrales. Là, on a des oignons et des tomates. Les oignons, ils étaient là avant les tomates. Je les ai repiqués en novembre. Ils ont poussé tranquillement pendant tout l'hiver. Et comme les tomates, je les repique mi-avril à peu près, et ben les oignons, ils sont pas encore finis de développer. J'ai pas encore tout vendu. Donc, j'enlève un oignon et puis je repique une tomate à la place, par exemple. Puis je vais continuer à vendre mes oignons. Au fur et à mesure, ça va laisser la place aux tomates qui vont prendre tout l'espace. Cette méthode, qui fait de plus en plus d'adeptes en France, permettrait de cultiver plus sur moins d'espace, de faire des économies d'énergie et de gagner en productivité, le tout en enrichissant la terre. Car en sous-sol, les plantes partagent tout un tas d'informations et de nutriments, et comme chaque espèce a ses spécificités, plus elles sont nombreuses, plus le sol est riche. Et la clé, c'est de ne plus labourer le sol. Léo le recouvre de paille pour le protéger et le garder humide. Et c'est une bonne nouvelle pour les vers de terre qui ne sont plus du tout dérangés. Les vers de terre, en fait, sont des grands travailleurs. Ils vont permettre de mélanger en fait tous les éléments d'un sol et leur déjection, c'est le meilleur engrais possible sur terre. Puis elles vont participer à l'aération du sol, la structure du sol. Léo protège aussi la biodiversité aérienne grâce à ces haies permanentes qui entourent son jardin maraîcher. Ici, framboisiers, mûriers et bourraches forment un habitat idéal pour une multitude d'insectes. On dit souvent que c'est la crise du logement pour les oiseaux, pour les insectes. Donc là, il y a plein d'insectes qui peuvent hiverner là, qui ne vont pas être détruits parce que ça c'est pas touché. Du coup, elles peuvent circuler comme ça dans tout le jardin. Ça fait comme un réseau de permanence où il y a toute la vie qui peut circuler et qui a un endroit où habiter. À 24 ans, Léo a déjà l'expérience de plusieurs métiers, mais c'est la terre qui le passionne depuis l'enfance. Grâce à la permaculture, il la cultive sans aucun pesticide ni engrais chimique. J'étais un peu dans l'angoisse d'un monde qui s'effondre et de ne pas trouver de solution. Et moi, quand je fais ce jardin, quand je vois d'autres gens qui font ça comme ça aussi, en fait, il y a énormément de solutions et je cultive ces solutions-là comme ça en fait. Dans son petit coin de Seine-et-Marne, il tisse progressivement son réseau et ne peine pas à convaincre. Yves, son voisin, lui apporte chaque semaine du fumier qu'il utilise comme engrais. Quant à Martine, elle vient chaque semaine chercher son panier de légumes. Mais non. On ne se rend pas compte, mais c'est un privilège. Nous sommes des privilégiés. On achète une laitue, par exemple, en grande surface. Elle est molle, elle est pleine d'eau, c'est que de l'eau. Là, on sent que ça a pris du sucre, des minéraux, on sent que ça a puisé des bonnes choses. Et chaque mois, il reçoit des visiteurs comme Vincent. Ils sont avides d'en apprendre plus sur la permaculture. Quand on est sur un jardin comme ça, c'est bien de commencer sur des petits espaces d'abord. J'espère que ça puisse être l'avenir, oui. Parce que ce serait une belle méthode de culture pour l'avenir. Une méthode que Léo applique aussi dans sa vie quotidienne. Les cendres du four à pain de son frère servent à faire de la lessive et il disperse ensuite les charbons de bois sur le sol de son exploitation. Une solution parmi tant d'autres pour enrichir ses terres. De récentes études affirment que la permaculture permettrait de multiplier par 10 la productivité des sols par rapport à l'agriculture classique. Eh bien Marine, ça justement, puisque tu en parles, tu peux nous en parler un petit peu toi aussi de qu'est-ce qu'il faudrait faire à ton avis? Bah oui, l'agriculture changeait notre mode de production et de consommation aussi. Les transports aussi beaucoup, enfin, c'est les deux plus gros secteurs qui polluent le plus. Donc nos modes de transport, nos modes de consommation et de production.
Donc, en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est un changement radical de société. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Là. Oui, mais c'est faisable parce que on n'est pas obligé de surproduire autant que ça. On n'a pas besoin de tout ce qu'on produit, donc il suffit de produire un peu moins et juste mieux, et ça c'est suffisant pour nous, je pense. Chaque année, le monde gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture. De quoi alimenter les continents africains, européens et américains réunis pendant un an. Les pertes alimentaires représentent au total près de 100 milliards de dollars. Dans les poubelles, on trouve beaucoup de fruits et légumes, des racines et tubercules, du poisson ou encore des céréales, des œufs ou du lait. Pour la préparation de ces aliments, 250 km3 d'eau sont également gaspillés, de quoi remplir 3 fois le lac Léman. Le phénomène varie selon les régions. Dans les pays en développement, la perte des denrées survient principalement au stade de la production et du stockage. Au contraire, dans les pays riches, le gaspillage est nettement plus important lors de la distribution et de la consommation. Face à ce risque, les campagnes de sensibilisation se multiplient. Elles conseillent aux producteurs de coopérer pour éviter la surproduction, d'installer plus d'infrastructures de stockage et d'envisager la vente directe au public pour éviter les normes des supermarchés. Du côté des consommateurs, ils sont invités à réduire les quantités d'achat et à opter pour le recyclage. D'autres proposent d'oser la mode du doggy bag, déjà très populaire dans de nombreux pays. Tout à l'heure, j'évoquais dans la dernière interview la question de la place du numérique dans nos vies qui va vous concerner complètement et qui nous concerne nous déjà aussi, mais qui va prendre une place de plus en plus importante. Je vous donne un simple exemple. Il existe, je ne sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs, il existe des entreprises numériques. C'est-à-dire que tout est numérisé. Je crois que c'est Adidas qui a lancé ça. Tu cliques sur la paire de chaussures que tu veux. Tu peux même commander en fait des chaussures qui vont être adaptées pile que pour toi, pour tes pieds, pour ta façon de marcher, etc. Et donc tu cliques et en fait la chaussure que tu as commandée, quand tu cliques, ça va envoyer une commande qui va prendre en compte toutes les données que tu auras transmises par rapport à ta morphologie, tes pieds, etc. Et après, tu as tout un tas de machines qui vont faire la chaussure. Tu as quelques employés qui surveillent les machines, etc. Mais la plupart, c'est que des machines qui vont faire jusqu'à l'expédition. Donc il n'y a aucune perte parce que chaque produit fabriqué, c'est des produits commandés. Et en plus, ils sont personnalisés. Vraiment, ça va être des chaussures qui vont aller pour tes pieds à toi et pas ceux du voisin. Et c'est très rapide. Et puis bon, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de salaire à verser aux machines, juste un peu de maintenance. Donc c'est tout bénef pour celui qui fait ça, qui monte cette entreprise-là. Par contre, en termes de pollution, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Eux, ils annoncent que justement ça va être très vert, nickel et tout, mais bon, je ne suis pas sûr. Du coup, comment vous voyez les futures luttes sociales avec cette ère du numérique? Comment vous pensez qu'il va falloir s'adapter, que l'homme va devoir s'adapter? On en parlait tout à l'heure justement, que nous on est bien content d'avoir tout ce numérique, mais on manifeste aujourd'hui, mais on est content d'avoir notre numérique qui pollue quand même beaucoup à côté. Et on se demandait si c'était possible de vivre sans. Et avant nous, ils ont tous fait sans et on est capable de vivre sans. Mais c'est aussi un changement, et enfin je pense que beaucoup qui sont ici, qui manifestent, ne sont pas prêts à ce changement-là, et nous les premières je pense. Mais je sais pas comment ça pourrait évoluer. En fait c'est un gros changement de confort, parce que c'est un réel confort d'avoir toutes ces nouvelles technologies. Mais en fait, si on voulait vraiment faire quelque chose, il faudrait renoncer à tout ce confort, parce que il y a beaucoup de nouvelles technologies souvent qui polluent et où au début on s'en rend pas compte, puis après on voit que ça a des conséquences catastrophiques sur l'environnement. Et sauf que le problème, c'est que je pense qu'on n'est pas prêt à renoncer à notre confort et à vraiment changer les choses. Et puis il y a tout le côté économique aussi derrière, c'est que les nouvelles technologies, ça apporte de l'argent, ça fait, pour le coup, il y a moins besoin de personnel, il n'y a pas besoin de payer des personnes.
Donc forcément pour les entreprises c'est bénéfique. Mais pour le coup déjà socialement c'est un moins parce que ça fait moins de boulot pour certaines personnes. Et voilà, c'est compliqué vraiment de vivre sans les technologies, mais en même temps, il faudrait quoi. Il faudrait vivre sans toutes ces technologies entre eux quoi. Que les chercheurs puissent trouver que l'évolution fasse qu'on puisse avoir du numérique qui pollue moins, mais on n'a pas le temps de trouver les solutions, quoi. Il faut... mais après, moi je pense que sans ces technologies-là, les actions comme ça serait pas possible avec autant d'ampleur. Parce que si on n'avait pas de technologie, le message il serait pas transmis de la même façon. Enfin, la technologie elle permet quand même de transmettre nos idées à beaucoup de monde grâce à de nombreuses personnes. Enfin, les réseaux sociaux ça permet là, le message qu'on fait passer, il peut se propager beaucoup plus vite grâce au numérique et aux réseaux sociaux. Voilà, donc je pense que à vous trois, vous soulevez bien la problématique. J'ai parlé de ça avec Florent Marcy, c'est lui qui m'a parlé de ça. Florent Marcy, c'est un réalisateur reporter de guerre et qui s'est intéressé par la suite au mouvement des Gilets jaunes parce qu'en fait, il était sur la réalisation d'un documentaire qui va sûrement sortir à l'automne. Un documentaire sur comment le numérique arrive dans les pays en guerre notamment, et justement des pays qui sont très éloignés de ces technologies-là et qui commencent à s'en servir pour leur lutte en fait, pour leur révolte contre les pouvoirs là-bas, etc. Et lui, de ce qu'il observe, de son point de vue, de son analyse, il pense que le mouvement des Gilets jaunes, et moi je fais le parallèle aussi avec le mouvement des jeunes de la marche pour le climat, parce que vous aussi c'est un mouvement du numérique, peut-être même encore plus que le mouvement des Gilets jaunes. Et vous êtes une génération du numérique. Et donc lui il pense que les luttes sociales d'aujourd'hui sont à la charnière entre les luttes sociales du passé et celles à venir. C'est-à-dire que de son point de vue, les luttes que les gens vont avoir à conduire dans le futur, ça va être une lutte de l'homme contre la robotique et le numérique. Parce que la robotique et le numérique va prendre le travail de l'homme, va appauvrir encore plus de monde et enrichir encore moins de monde. Et ça va, voilà, ça aura des avantages, mais ça va aussi créer un certain nombre de problématiques nouvelles. Donc je pense qu'à vous trois, vous avez bien soulevé la problématique de départ. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous imaginez faire comme métier après vos études ? Alors moi c'est dans le sport, mais pas de rapport avec l'écologie spécialement, mais dans le sport même avec toujours un rapport avec l'écologie pour essayer de produire moins, en polluant moins en tout cas, et de pratiquer le sport sans polluer non plus avec tous les outils qu'on utilise, essayer de limiter tout ça. Un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, c'est quand même déjà une bonne base de départ. Oui, exactement. Mais il y a l'alimentation, il y a le sport, mais il y a aussi ce qu'on porte et de quoi on se sert pour pratiquer nos sports. Il y a beaucoup de matériaux qui sont toujours plus légers, plus performants, mais on ne sait pas si c'est vraiment bon pour l'écologie. Moi j'aimerais bien travailler dans la biologie, mais après je sais pas trop dans quel domaine en particulier. Après pourquoi pas l'écologie, mais je sais pas pour l'instant. Tu as commencé un peu à étudier la question, à lire des choses J'aime bien regarder des documentaires ou lire des revues qui parlent de ça. Après pour l'instant je sais pas, on verra bien. Moi en fait je vais faire une formation d'écologie naturaliste. Du coup plus tard je sais pas où j'aimerais travailler, mais j'aimerais bien travailler dans une réserve naturelle pour faire des études sur la faune et la flore et l'impact de l'homme sur la biodiversité. Tu peux nous synthétiser qu'est-ce que c'est comme étude ?
C'est des études sur la biologie, la biodiversité et l'impact humain sur l'environnement et sur les animaux ou les espèces végétales. Voilà. D'accord. Et ton maquillage là, c'est une larme verte ou c'est juste une petite feuille? Non, c'est une larme verte. Bon, j'espère que tu retrouveras le sourire alors. On va se battre pour ça. Oui, j'espère aussi. Merci et bonne journée.